continuer la session cet après-midi par une session d'infectiologie qui est parrainée par Infovac Maroc. Et je donnerai très rapidement, parce qu'on est vraiment en retard, la parole à Robert pour nous parler de la dette immunitaire et du devenir de la pandémie Covid-19. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que ça va devenir ce virus-là après. Vas-y Robert, à toi la parole. Autrement dit, à quelle sauce on va être mangé? Et je te signale que si on est en retard, j'y suis pour rien. C'est juste pour savoir que le retard ne se rattrape jamais comme jacasse. Il faut que ça cumule. Alors en France, on a l'habitude de mettre les liens d'intérêt potentiel. Au Sénégal, ça ne sert pas à grand-chose, mais vis-à-vis de ce sujet que je vais traiter, je n'ai aucun lien d'intérêt. Alors le sujet, c'est qu'est-ce que ça va devenir? Et j'ai beaucoup aimé ce titre d'un article récent du JAMA, c'est est-ce que c'est le début de la fin ou la fin du début? Et la question se pose comme ça, et un petit peu, il ne faut pas compter sur les modèles mathématiques sur ça, parce que les modèles mathématiques sont toujours bons, mais la façon dont on a les alimenter, c'est nous qui ne sommes pas capables de donner les bons modèles aux mathématiciens, on n'est pas capable à cause des variations du virus. Donc c'est la voyante qui regarde dans la boule de cristal et qui va vous dire. Alors maintenant, il faut bien se rendre compte qu'il faut dire des choses sérieuses aux gens, parce que les anti-vaccinaux, on sont en train de profiter de façon considérable de ce qui s'est passé pour la vaccination anti-Covid. Et aujourd'hui, on assiste à une augmentation de l'hésitation anti-vaccinale. Alors, les programmes de vaccination anti-Covid ont transformé le profil de la pandémie. Grâce à eux, on a pu contrôler la mortalité des hospitalisations. Mais il faut bien se rendre compte que la baisse d'activité des vaccins contre d'abord Delta, mais surtout contre Omicron, sur les infections et les formes les moins graves, il n'y a plus d'effet de groupe significatif. Il ne faut pas compter sur le vaccin pour empêcher de transmettre la maladie aux autres. C'est plus vrai, c'est un mensonge. C'était vrai au départ, c'était vrai jusqu'à Delta, c'est plus vrai maintenant. Le fait de vous vacciner ne protège pas les autres. Maintenant, la vaccination avec les vaccins aujourd'hui, de première génération, on va parler de deuxième génération en arrive, a comme objectif unique la prévention des formes graves de la maladie. D'accord? Il y a une autre idée fausse, c'est que la maladie naturelle ne protège pas beaucoup mieux. Cela dépend en fait de la souche avec laquelle on a été infecté, de la souche circulante. Et il y a une vraie ambiguïté dans la littérature sur dire, comment on appelle ça? Les deux premières doses, s'il n'y a pas eu d'infection, c'est une primo-vaccination. Comme on fait une primo-vaccination pour les diphtérie, tétanos, la troisième dose, c'est un booster. On va montrer, ça va faire monter les anticorps très 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 haut, et ça a un effet rappel puissant. La quatrième dose, ce n'est pas un booster. C'est juste une quatrième dose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, si je continue, pour passer à la deuxième question, je ne sais plus comment je fais ici. Voilà, hop. Alors maintenant, excusez-moi. Donc, il faut bien se rendre compte que les vaccins à ARN messager n'échappent pas à quelques règles générales de l'immunité vaccinale, et c'est pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'importance de la compréhension. Dans cette salle, nous avons tous été exposés au SARS-CoV-2 plein de fois, même si on n'a jamais attrapé la maladie. On a tous été exposés. Et puis à partir de cette exposition, on peut avoir une infection, c'est-à-dire le virus va s'implanter. Ça peut entraîner des signes cliniques, c'est une maladie. Cette maladie peut être grave et on peut, pour quelques-uns, une très faible proportion, aboutir à un décès. Et il faut savoir que entre l'exposition et l'infection, ce qui joue le plus, c'est l'immunité innée, et d'autant plus qu'elle est entraînée, et l'immunité humorale, si on a des anticorps dirigés contre le virus qui circule. Et l'immunité cellulaire, en haut, donc on a les anticorps, les CD4, les CD8, les cellules B mémoire, ça joue essentiellement sur la prévention des formes graves, des décès à un certain degré de la maladie. Et cette immunité cellulaire, on va le voir tout à l'heure, est très peu dépendante du vaccin. Alors, je vais passer très vite. Quel est le problème qu'on a? Je vais peut-être revenir à la diapositive suivante, ça va me permettre d'expliquer. D'accord? Les anticorps
anticorps, ils sont très spécifiques de la souche infectante. Et plus on est éloigné de la souche contenue dans le vaccin ou dans la maladie, plus on est éloigné, moins les anticorps auront de l'affinité pour cette souche. Les C-helpers, les B-helpers, c'est critique pour la réponse anticorps, mais ils ont aussi un effet protecteur indépendant des anticorps. Les B-killers sont importants dans de très nombreuses infections visuelles, mais ils sont moins spécifiques que l'immunité humoral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir le même degré. Ils protègent contre les formes graves et en primo-vaccination et rappel, je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est les mutations successives de ce vaccin. Et là, on voit maintenant les branches phylogénétiques à partir de la souche originale. On est arrivé à une branche aux souches alpha, gamma, d'accord? Et puis par-delà, au BA1, BA2 et maintenant BA4, BA5, et la souche américaine BA2, 12, 11. Et puis, maintenant, il y a des mélanges. On les appelle les BAX. Ce sont des mélanges entre Omicron et Delta, entre deux Omicron entre eux, et la variation va être peut-être extrêmement importante. C'est pour ça que, tant qu'on n'a pas ces variations, on ne peut pas encore prévoir complètement ce qui va se passer. Alors, ce qui est clair aujourd'hui, il y a une note récente de l'ECDC qui montre que les gens qui avaient fait Omicron BA1 en janvier-février, ben, ils ne sont pas bien protégés contre BA4 ou BA5 qui circulent maintenant. Ceux qui ont été vaccinés contre, au départ, ils sont encore moins protégés. Donc on voit bien que même dans une famille comme Omicron, eh ben, c'est pas parce qu'on a fait un Omicron qu'on va être protégé contre tous les Omicrons. Alors ce qui est important, c'est qu'on va toujours être protégé contre les formes graves. Alors moi, je tiens beaucoup à ce schéma que j'ai mis en place déjà il y a une bonne année. C'est que vous dites, qu'est-ce que c'est que la vaccination? Ben, quand vous faites une première dose, vos anticorps ils montent un peu. Quand vous faites la deuxième dose, ils montent vraiment de façon significative. Et quand vous perdez vos anticorps, et puis quand quelques mois après vous faites le booster, vos anticorps remontent à des titres très très élevés et ont une affinité supérieure. Mais qu'est-ce qui a changé? Il a changé que le niveau d'anticorps qu'il faut pour être protégé augmente de plus en plus. Et plus les variants sont différents, plus il va falloir que ce niveau le taux d'anticorps risque de devenir insuffisant. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait une quatrième dose? Et bien, quand on fait une quatrième dose, et ben, il y a un certain degré d'efficacité, mais le taux d'anticorps qu'on obtient n'est pas du tout un effet booster. On avait eu la troisième dose, on perd un peu les anticorps, ça remonte au niveau de la troisième dose. Il n'y a pas encore ce saut qu'on avait entre la deuxième et la troisième dose. Et la protection qu'on confère comme ça ne peut durer que quelques mois, au mieux quelques semaines. Mais on ne peut pas le faire indéfiniment. On ne peut pas prévoir avec le même vaccin d'avoir tout le temps, on va faire une quatrième dose, une cinquième dose, une sixième dose. Oui, peut-être, mais pas avec le même vaccin. Alors l'autre point intéressant, c'est aujourd'hui la notion d'immunité hybride. Alors ce papier qui est extrêmement intéressant à comparer successivement les gens qui ont fait sur la colonne, sur la partie orange, j'arrive pas à voir la flèche, mais c'est pas grave, sur la partie orange, ce sont ceux qui ont fait la maladie. Plus on est proche de la ligne, plus on est protégé. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui ont fait la maladie. Et si on fait la maladie, quelques semaines après la maladie, excusez-moi, j'ai du mal à du mal. Si quelqu'un tient un pointeur, c'est laser, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, ok. Non, il a contresens, c'est pas grave. En orange, vous avez, et plus vous descendez vers le bas, plus vous vous éloignez. On voit bien que plus on s'éloigne de la maladie, plus on est protégé. En vert, merci. Merci beaucoup. En vert, c'est un écran laser, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. En vert, vous avez ceux qui ont été vaccinés. Et vous voyez que ceux qui ont été vaccinés, à distance, ils sont encore moins bien protégés quand on fait la maladie. Mais en plus, ce que vous regardez, c'est ceux qui ont été vaccinés, puis qui ont fait la maladie. Et vous voyez que ceux-là, ils sont mieux protégés et de façon plus durable. C'est ce qu'on appelle l'immunité hybride.
Alors, je vous ai pris cette étude, mais j'en suis passé sur quelques-unes qui montrent exactement les mêmes types de résultats. Et Paul Offit, qui a vraiment un des pôles de la vaccinologie, aujourd'hui, il se dit la question, mais on ne peut pas faire des injections successives avec le même vaccin sans courir un certain type de risque, parce qu'on fait monter des anticorps contre la souche ancestrale, mais pas suffisamment contre les nouvelles souches. Alors, et puis il y a quelques jours, la 6-8, le 8 juin, Moderna a présenté les premiers résultats de son vaccin double. Alors, il n'y a pas d'études publiées, mais ils ont donné des résultats. Ils ont mis dedans la souche ancestrale plus une souche Omicron. Et qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent que les taux d'anticorps anti-Omicron sont 2 fois supérieurs à lorsqu'on fait un booster avec une dose de la souche ancestrale. Mais 2 fois supérieur en immunologie, c'est pas énorme. Il y a un gain par rapport à la souche ancestrale, à la vaccination, mais c'est pas comme vous avez le booster qui vous multiplie les anticorps par 10. Vous êtes comme si entre la première et la deuxième dose. Alors finalement, pour résumer dans cette salle, eh ben on a tous un profil différent avec nous. Certains ont eu 2 doses au Maroc, avec souvent des vaccins différents et un booster, et ils ont quand même fait une infection. Certains ont même fait 2 infections, une fois avec une souche ancestrale et pas comme. Certains ont fait une première dose, une infection, soit avec la souche ancestrale, soit avec une autre souche, et ont reçu un rappel. D'autres ont fait que une infection, puis ont été vaccinés. Bref, on a tous dans ces stades un profil différent d'immunité vis-à-vis des souches qui sont en train de nous arriver. C'est pour ça que, vous voyez autour de vous, si je vous pose chacun la question, moi j'ai fait, moi j'ai pas fait, moi je l'ai fait en janvier, moi je l'ai pas fait, mais finalement, on l'a tous fait. Finalement, c'est très compliqué. Maintenant, quand c'est compliqué, il faut simplifier. L'important, c'est d'être protégé contre les formes graves avec les vaccins actuels. Les sujets fragiles, pour bien les protéger, c'est 2 doses, un booster et une 4e dose en janvier. Pas trop tôt. Les sujets moins fragiles, d'accord, 2 doses, un booster et laisser le virus circuler. On ne peut pas faire plus. D'accord. Et quant aux plus jeunes, l'intérêt du booster, puisque c'est juste aujourd'hui la prévention des formes graves, l'intérêt est relativement limité. Donc on peut être. Alors maintenant, quel scénario? Il y a 3 scénarios qui sont envisagés. Premier scénario, le scénario optimiste. Il va y avoir des variants, il y en a déjà, de moins en moins pathogènes, parce que la population est déjà immunisée par les vaccinations et par la maladie, et qui vont par vagues successives immuniser la population de plus en plus. Il n'y a pas d'impact majeur sur les sujets sans facteur de risque, et l'impact sur les populations à risque va toujours exister, mais il va être mineur. Et là, on se dit, schéma, plus de vaccination, mesures barrières réduites au minimum. Deuxième circonstance, intermédiaire, qui est aujourd'hui considérée le plus probable, il y a toujours des variants de moins en moins pathogènes, il n'y a pas d'impact sur les sujets sans facteur de risque, c'est-à-dire oui, ils vont présenter un rhume, une fièvre, etc. Mais il va y avoir un impact significatif sur les populations à risque. Et là, il faut envisager des vaccinations, comme exactement pour la grippe, des vaccinations saisonnières, éventuellement des sujets à risque. Et puis il y a le scénario pessimiste, un variant qui à la fois résiste au vaccin et pathogène, et là, on retombe sur des campagnes de vaccination généralisées comme on les a connues. Alors maintenant, quelques mots de la dette immunitaire. Donc, la dette immunitaire, je vous avais présenté ça plusieurs fois, tout ça, toutes les mesures d'hygiène qu'on a prises ont fait que on ne s'est pas immunisé contre plein de virus et de bactéries, et le tout dans un contexte où il y a des variants. D'accord ? Et alors, dans tous les pays, tout à l'heure, dans le topo de la grippe, on voit que les épidémies de grippe, je vais vous montrer des chiffres, ont baissé, d'accord ? Mais il y a une diminution des infections pédiatriques pendant le confinement, juste après, quelles que soient les mesures. Et la liste est très 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 longue. Mais à partir de 2021, on a vu des choses changer à cause de la dette immunitaire.
Alors, qu'est-ce que c'est? À partir du Covid, on a pris des mesures d'hygiène. Ces mesures d'hygiène ont fait baisser le SARS-CoV-2, ont réduit les infections contre la grippe et des tas d'autres virus, mais aussi ont abouti à une dette immunitaire. Et cette dette immunitaire passe par trois facteurs, deux qui sont très théoriques, qui est la théorie génique que vous connaissez tous, c'est-à-dire que moins on est infecté, plus on risque de maladies auto-immunes et allergiques. Le défaut d'entraînement de l'immunité innée, parce que l'immunité innée, elle a besoin d'entraînement. Et enfin, le troisième facteur, c'est on ne s'est pas immunisé contre le VRS, la grippe, etc. Et ça, qu'est-ce qui se passe après? Alors, d'abord, la dette immunitaire, ça a eu un succès mondial. Quand j'ai regardé il y a quelques jours vous tapez dette immunitaire sur Google, vous allez voir, il y a 22 millions de références partant de l'article qu'on a écrit. Maintenant, ça commence à devenir assez sérieux comme affaire. Au début, on m'a regardé comme ça, et maintenant, c'est 22 millions de références. D'accord? Alors, je vais passer, alors je vais vous montrer que c'était des exemples de dette immunitaire. Ici, vous voyez, en pointillé, dans mon réseau de surveillance, le réseau de surveillance mis en place par Active, en pointillé, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé en 2019 et 2018. D'accord? Vous voyez, le pic des otites pendant l'hiver, ça descend, etc. En violet, vous avez ce qui s'est passé en 2020. En 2020, tout a chuté pour les otites, une petite remontée. Et en 2021, en orange, il y a eu plus d'otites que les années précédentes. C'est ça la dette immunitaire. Alors, je vous ai pris cet exemple-là, je vais vous en prendre un deuxième, les bronchiolites, c'est pareil. Vous avez en pointillé, qu'est-ce qui s'est passé avant la pandémie, d'accord? Et puis en violet, vous avez pendant les périodes de confinement strict, et de couvre-feu et d'émission stricte. Et puis qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Un nombre de bronchiolites qui est supérieur. Alors je pouvais décliner ça à l'infini, puisque notre système permet de surveiller toute cette maladie de façon extrêmement simple. Ça, c'est la bronchiolite. Ça, c'est les gastroentérites. Nous n'avons pas la chance en France de vacciner contre le rotavirus. Donc, vous voyez, en 2021, par rapport aux années pré-pandémiques, on a eu plus de cas de gastroentérite que les autres. Et je décline comme ça, les infections entérovirus, c'est exactement pareil. On a eu plus de cas, moins de cas en 2020 et plus de cas en 2021. Et ce qui n'a pas beaucoup changé, c'est la grippe et la varicelle. Pour la grippe, cependant, le pic épidémique est survenu en mars, ce qui était tout à fait inhabituel par rapport. Et là aussi, c'est un effet du pic. Alors ça, c'est la varicelle, ça n'a pas beaucoup changé chez nous. Alors il y a deux pathologies qui n'ont pas monté, les pathologies à streptocoque et les pneumonies. Alors, est-ce que c'est vrai aussi la dette immunitaire pour les infections graves? On va voir, oui, c'est vrai pour le méningocoque. Là, on a essayé de voir, à partir de notre réseau de surveillance, ça va sortir dans le JAMA dans les prochains jours, on a essayé de voir pour les infections pneumococciques, qu'est-ce qui a joué? Est-ce que c'est la circulation du pneumocoque ou les virus? C'est la circulation des virus qui a entraîné la baisse de la circulation des virus, qui a entraîné la baisse de la circulation du pneumocoque. Pour les méningites du groupe B, il y a déjà une augmentation en Angleterre, il l'attribue clairement chez les adolescents, à justement, les adolescents ne se sont pas immunisés de façon suffisante. Alors, je vais passer quelques minutes enfin pour quelques conclusions. Donc, vous avez bien compris qu'il y a des incertitudes liées au Covid, des mesures anti-Covid, et personne ne connaît la rentrée 2002. Il va y avoir une répercussion sur l'ensemble des maladies infectieuses, non seulement sur leur fréquence, mais aussi sur le moment des épidémies. On ne sait pas quand va survenir l'épidémie de VRS en particulier. Et puis, il y a des répercussions psychologiques collectives considérables sur lesquelles je voudrais revenir. Très important, Mohamed, l'important de créer un réseau de surveillance aussi important, c'est l'importance des réseaux de surveillance avec des outils diagnostiques fiables pour savoir comment vont évoluer. Et puis, ces nouvelles maladies, on parle de nouvelles maladies, d'accord? Hépatite infantile grave, vous avez tout entendu parler de ça. On en a parlé dans les médias de façon importante. Nouveau virus, adénovirus, et je ne sais pas, des greffes.
Et alors voilà, le papier qui est sorti hier, dont je doutais, hier ou avant-hier. Voilà les hépatites d'étiologie indéterminée aux États-Unis avant la pandémie et après la pandémie. Regardez le nombre de cas. Il n'a pas bougé. Il y a toujours le même nombre d'hépatites d'allure virale dont on ne retrouve pas l'étiologie qui est ni A, ni B, ni C, ni D, ni E. Cette pathologie-là, qui a été une alarme, a été plus dans l'esprit post-Covid que réellement lié à la truc. Le chiffre est éloquent. Quand vous avez un réseau périn, comme ça, vous dites, mais est-ce qu'il y a plus de cas? Non, il n'y a pas eu plus de cas. C'est très probablement une fausse alerte. Le nombre d'enfants hospitalisés pour hépatite de cause inconnue n'a pas augmenté si on a un réseau périn. Un autre exemple, la variole du singe. Voilà, en ce moment, on en prend plein la figure. Alors, les chiffres que je veux vous donner, c'est du 16 juin. Nous sommes le 17, excusez-moi. J'ai updaté les données. Alors, en France, jusqu'au 16 juin à 14 h, on est précis, d'accord? Donc, j'ai fait mes diapos après 14 h. Il y a eu en tout et pour tout 183 cas confirmés. Ce qui est beaucoup, d'accord? Tous les cas investigués sont des hommes âgés de 19 à 63 ans. D'accord? Survenus très majoritairement chez des hommes qui ont des rapports avec des hommes ou des sujets bisexuels, d'accord? Et 73%, et la majorité des cas avaient des partenaires multiples. 70% ont présenté une éruption génito-anale. Ça ne veut pas dire que ce virus ne va pas se transmettre autrement. Mais on voit bien que pour que ce virus se transmette, il faut des contacts étroits. Ce n'est pas forcément un contact sexuel, mais il faut des contacts étroits et multiples. Et vous voyez, la flèche en bas, c'est le nombre de cas en France déclarés. Et vous voyez qu'on n'a pas une augmentation exponentielle du nombre de cas comme vous pouvez le voir avec le Covid, comme on le voit au début d'épidémie de bronchiolite ou de choses comme ça. Donc, on a un souci, effectivement, ce virus qui est un virus qu'on ne voyait pas beaucoup en Europe, maintenant il y a des cas, c'est un vrai souci, mais ce n'est pas la crainte d'une pandémie tout à coup qui va ressembler, c'est vraiment notre crainte post-Covid. Alors, on est ici, on a eu le Covid visuel, la variole du singe, maintenant on attend la clé de la coccinelle, la bronchite du crapaud, la coqueluche de la grenouille, la diarrhée du tétard, et la liste de ce qu'on va craindre est extrêmement nombreuse. Donc il faut raison garder, il y a les médias, ils s'empruntent, et puis après, avec un peu de temps, un peu de recul, on regarde qu'est-ce qui est. Et pour l'hépatite A, vous avez vu que le nombre de cas n'a pas bougé, c'est exactement le même coup, le même. Ce que vous avez vu aux États-Unis, c'est exactement l'impression que nous avions en France. On a toujours eu des hépatites d'étiologie inconnue. Et puis, pour ça, on a un souci, il y a une contamination, etc. Mais, visiblement, les contextes survenus au départ de l'épidémie font que, probablement, ça nécessite des contacts très étroits. Et pour l'instant, ça touche des populations très particulières. Je vous remercie. Je voudrais insister juste un dernier point, 2 points. Et on a insisté énormément, c'est un sujet où on travaille beaucoup, j'en ai pour 1 minute, c'est l'importance de la qualité de l'air. Alors au début, pendant très longtemps, l'hygiène c'était l'hygiène de l'eau, l'hygiène des aliments, tout ce qu'on connaît de l'hygiène, auquel il y a encore progrès. Et on n'a pas assez insisté sur l'hygiène, sur la qualité de l'air. Or aujourd'hui, avec les virus qui sont très transmissibles, on s'aperçoit que cette qualité de l'air est extrêmement importante et un nouveau paradigme, c'est un nouveau métier qui est en train de se créer, de savoir comment on peut moins transmettre. Et aujourd'hui, avec des virus aussi importants que les Omicron BA4, BA5, ça se transmet plus par l'air, parce qu'il se passe, et il y a un vrai travail dessus, c'est un nouveau paradigme pour combattre les infections qui s'acquièrent à l'intérieur et dont les mesures vont dépendre. Et si je vous assure, on travaille sur ça maintenant depuis 6 mois,
Et on a énormément progressé en termes d'études et de compréhension du phénomène. Si les épidémies de bronchiolite surviennent en hiver, si les épidémies de grippe surviennent en hiver, c'est certes, il y a la transmission gouttelette, mais il y a aussi l'air qui joue un rôle considérable. Et ça ne va pas se limiter au Covid. Je vous remercie de votre attention. Merci Robert pour cette excellente présentation. Avant d'entamer la deuxième intervention, qui est la vôtre d'ailleurs, le devenir. C'est les deux. C'est les deux. Ah, les deux. C'est pour ça qu'il y avait une demi-heure pour les deux. Parfait, d'accord. Donc on va passer à la discussion. Nous avons 5 minutes de discussion puisque nous sommes en retard par rapport à la première et la deuxième intervention. La parole est à la salle. En attendant qu'il y ait des questions, par rapport à la vaccination, vous avez dit tout à l'heure qu'en fait le vaccin ne protège pas. Il protège très bien contre les formes graves. Voilà, on protège contre les formes graves. Et l'objectif, c'est ça. C'est le message qu'il faudrait passer, c'est important. Parce que lorsque vous dites au début que ça ne protège pas contre une infection à l'exposition à la maladie, ça augmente la résistance vaccinale par rapport à... Mais le message que nous devrons passer, qui est principalement le plus important, c'est en fait que la vaccination, il faut encourager la vaccination parce que ça protège contre les formes graves et ça c'est un élément important, il faut le mettre en premier, même si on peut développer la maladie lorsqu'on est vacciné par la J'ai été assez vite, mais c'était marqué en clair, et c'est vraiment la protection contre les formes graves qui est l'objectif essentiel. Au début, quand le vaccin est arrivé, il y a des formes bénignes de la maladie. Ces derniers temps, on a remarqué ici au Maroc, nous les pédiatres, grande fréquence de varicelle. Est-ce que ça se passe comme ça chez vous? D'ailleurs, pour les varicelles de l'adulte, ça induit en erreur pour la variole du singe. Bien sûr. Alors, la variole du singe, c'est assez différent de la varicelle parce que tous les éléments surviennent en même temps et ils évoluent très vite pour permettre un diagnostic. La vraie difficulté, c'est les syndromes pour les enfants, c'est les pieds mains bouche atypiques. Alors, des fois, 1 ou 2 jours, tu as un petit doute, tu sais. Mais bon, les cas chez l'enfant, en France, c'est 0. C'est ça. Donc maintenant, on peut toujours avoir le premier cas, c'est bien, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Nous aussi, on n'a pas de cas. Chez l'enfant, on a un seul cas, donc le communiqué du ministère de la Santé. Maintenant, dans le cadre de la dette immunitaire, est-ce qu'il y a plus de varicelle? Nous, on voit plus cette année. Est-ce qu'on s'attend à avoir plus de bronchiolite pour l'automne? C'est ça? Alors, pour la varicelle, je te réponds clairement, oui, il va y avoir plus de varicelle. Parce que, à peu près, il y a 40% de moins de cas de varicelle en 2020, et il y a 20% encore de moins en 2021. Donc ça veut dire que tu as une frange d'enfants qui n'a pas été immunisé, qui a un moment qu'il faut qu'il attrape la varicelle. Il n'y a pas de façon d'échapper. Donc, oui, pour la varicelle, et en 2022, je suis passé assez vite sur ces diapos-là, on a exactement ce que tu dis, une augmentation très rapide du nombre de cas. Donc on sait, et la dette de la varicelle est préoccupante, d'accord? Maintenant, pour les bronchiolites, ça, c'est là où on ne sait pas. C'est là où on ne sait pas parce que l'épidémie de bronchiolite a été assez intense chez nous en 2021. Il y a eu plus de cas qu'en 2018, en 2017 et 2019. Donc, quelle est la proportion qui n'est pas immunisée? Ça, on ne peut pas le dire. Donc, là, il y a un petit côté imprévisible. Mais pour la varicelle, c'est assez prévisible qu'il va y avoir plus. À côté de la vaccination, il faudrait aussi insister sur les mesures barrières, notamment le port de masque, qui a considérablement, le lavage de mains, des mains, la solution de rappel, qui a considérablement atténué la propagation des autres virus respiratoires, les autres virus, notamment. Et ça c'est un élément important à souligner. Je vais être d'accord et pas d'accord. Je vais être d'accord en disant qu'il faut continuer à prendre des précautions parce qu'au moins, ça a un effet dans la réduction de l'inoculum. Et une maladie infectieuse, c'est toujours une course entre les agresseurs et la défense. Donc, en se lavant les mains, en prenant des précautions, on diminue la quantité de virus ingérés, et comme ça, c'est ce qu'on appelle la variolisation. D'accord ? Maintenant, pour les virus tels qu'on les a aujourd'hui, qui ont des R0 à 10, la transmission par ces modes-là devient moins importante que la transmission R. Parce que
ça persiste dans les petites particules qui restent. Pour moi, c'est un sujet de recherche majeur actuellement, d'évaluer la transmission R et de ses conséquences. Aujourd'hui, quand tu as un virus qui a un R0 à 10, comme la rougeole, comme celui-là, on sait qu'il y en a dans les petites particules, et on sait que les masques qui servent, c'est essentiellement les masques FFP2, mais il faut quand même le faire, parce que ça réduit l'inoculum. Mais il ne faut pas exagérer non plus, sinon tu continues à créer la dette immunitaire. Merci, professeur Cohen, pour l'intervention. Le président. Merci, professeur Zoué. Donc, on va entamer tout de suite la session africaine sur la riposte Covid, l'expérience des pays africains. Et donc, je demande à professeur Molitar Lalaoui, Madame Bigdili, la représentante de l'OMS, va intervenir à distance. Donc, je demande au professeur Molitar Lalaoui, au docteur Belkbir, de venir là, puisque c'est eux qui vont modérer. تفضل يا سيدي الكبير، تفضل الأستاذ.